Dernier numéro du Grand Rendez-vous pour cette semaine, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de nous préférer. Première étape ce soir, les prévisions météorologiques de demain. Suivons donc ensemble. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous remercions les téléspectateurs qui nous suivent en direct de Ouidah. Merci de toujours nous préférer. Nous avons 3 rubriques au menu de cette émission. Nous sommes le 14 juin et les donneurs du sang sont à l'honneur. La rubrique Espère reçoit un bénévole et un médecin pour nous entretenir sur l'importance du don de sang. Qui peut donner son sang? Pourquoi donner son sang? Autant de questions qui trouveront réponse dans un instant. Le théâtre, un genre artistique qui n'est pas toujours bien connu du public. Que peut-on faire pour davantage intéresser les amoureux de l'art? Avec notre invité sur Horizon Culture, on vous plonge dans le monde du théâtre. Beauté au pluriel ce soir parle d'un événement très heureux, le mariage. Et la plupart des femmes vous le diront, le clou du spectacle, c'est la robe de mariée. Entre le personnalisé et le standard, nous vous aidons à faire votre choix. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Et ce soir, nous sommes avec Nadège Sani. Nadège, bonsoir. Bonsoir Agnès Bello, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau du Grand Rendez-vous. Nadège Sani, vous êtes très radieuse dans votre robe. Je continue les compliments après, mais je vous laisse faire d'abord la présentation des titres. Merci à vous Agnès. La dengue sévit déjà au Bénin. C'est une maladie dangereuse qui tue très rapidement. Elle se manifeste par une fièvre suivie de coups battus, maux de tête et vomissements simples ou avec du sang. Un spécialiste en santé nous donnera plus de détails sur cette pathologie. Vous ne le savez peut-être pas, mais la transfusion sanguine, souvent proposée en cas d'anémie, sauve des vies et améliore la santé, mais il est de plus en plus difficile d'y avoir accès à cause de l'indisponibilité des poches de sang. Et puis le manque de moyens et la cherté des terres poussent bon nombre de Béninois à se trouver une place dans les bas-fonds pour bâtir une habitation. Le code foncier prévoit des sanctions. Voilà, il y en a donc pour tous les goûts, mais ce qu'on retient déjà en vous écoutant, c'est déjà qu'il n'y a pas assez de poches de sang. Et c'est de ça qu'on va parler dans la prochaine rubrique. Il s'agit de l'Espère. Donneur de sang, sauver et se connaître. On en parle sur ce plateau avec un médecin, Christian Roussonneau. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. C'est moi. À vos côtés, Ephrem Padé, vous êtes donneur de sang. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Un plaisir partagé. Donc déjà en tant que donneur, je vous souhaite une bonne journée internationale des donneurs de sang. Merci madame. Alors ma première question va donc à votre endroit. Comment est-ce que vous êtes devenu donneur de sang et pourquoi cela?
Je suis devenu donneur de sang ensuite à une situation que je n'aimerais pas exposer ici. Voilà. Mais depuis ce temps, j'ai pris l'engagement quand même d'être un donneur engagé, un donneur fidèle. D'accord. Oui. Et est-ce que vous avez l'impression d'avoir pu sauver des vies parce que vous donnez votre sang régulièrement? Ah oui, je donne mon sang régulièrement, oui, je sauve beaucoup de vies. D'accord, on comprend que vous exhortez peut-être les autres aussi à le faire. Ma prochaine question, c'est pour le médecin. Il y a des personnes qui sont inquiètes à l'idée de donner leur sang. Est-ce qu'il y a un risque pour la personne qui donne son sang? Alors, il faut vraiment replanter le contexte. C'est que le sang, c'est un bien précieux dont nous disposons. Chaque adulte a à peu près 5 litres de sang dans son corps. Donc, lorsque vous faites un don de sang, on vous prélève moins de 10%, à peu près 420, entre 420 et 480, en fonction de votre poids, de votre âge, de votre taille, etc. Donc, on s'adapte vraiment avant de faire le prélèvement, et le prélèvement est fait pour chacun. D'accord? Donc, il n'y a vraiment pas de risque à faire un don. Au contraire, il faut savoir que les cellules du corps, les cellules sanguines comme les autres cellules du corps se renouvellent. Donc les globules rouges, c'est tous les 120 jours à peu près. Donc de toute façon, les cellules sont renouvelées. Et faire ce don-là vous permet de rester en bonne santé. Et donc, il n'y a pas de risque majeur à aller faire un don de sang. Il y a quelques précautions à prendre parce que oui, de temps en temps, les gens font des malaises. Oui. Mais simplement, en s'organisant bien, il faut savoir qu'avant d'aller faire votre don, vous devez bien manger, bien vous hydrater, ne pas simplement attendre le petit sandwich qui est promis à la fin, etc. Donc, mais c'est motivant, le sandwich de la fin. Absolument, mais il vient en bonus, en fait. Il vient en bonus. Il vient pour vous redonner un peu de peps, mais vous venez le matin, en y allant, vous vous préparez. Mon cher ami Euphrem pourra vous en dire encore plus, mais vous mangez bien, vous vous hydratez bien et ça se passe la plupart du temps de manière impeccable. D'accord, alors dites-nous un peu, quand vous donnez votre sang, vous particulièrement, et vous y arrivez d'avoir des malaises? Non, depuis que je donne mon sang, ça fait plus de 12 ans que je donne, mais je n'ai jamais senti de malaise. Et les malaises, c'est parfois, souvent quand les gens ont peur peut-être de l'aiguille. Bon, c'est ça qui crée parfois les malaises. Sinon, en réalité, ce n'est pas le don de sang lui-même. Non, ce n'est pas le don de sang lui-même. D'accord, je vois que vous avez votre carte d'adhérent, d'accord. Oui. Mais déjà, dites-nous, est-ce qu'il y a des avantages à être un donneur de sang? Il y a beaucoup d'avantages à être un donneur de sang. Oui. Pour en citer quelques-uns. D'abord, quand vous donnez de votre sang, vous sauvez des vies humaines. C'est très important. C'est l'avantage le plus grand. C'est déjà assez gratifiant. Oui, c'est ça. Quand vous donnez de votre sang, vous sauvez des vies humaines. Et quand vous donnez de votre sang, cela vous permet aussi d'avoir une satisfaction de votre état de santé. Parce que quand vous prenez les résultats, vous constatez que tout est négatif, négatif, négatif. Cela voudra dire que vous êtes en bonne santé. D'accord? Et c'est toujours mieux d'avoir une idée de son état de santé quand on est sur pied que d'être dans le lit d'hôpital. Là, parfois, c'est trop tard. D'accord. Encore que ces analyses n'auraient pas été gratuites si on devrait les faire personnellement. C'est ça. Cette question-là revient souvent de savoir un peu quel est le coût, la production, pour appeler ça comme ça, de chacune des poches que généreusement les donneurs mettent à disposition coûte assez cher, que ce soit en intrants, en personnel médical, parce qu'il faut vraiment beaucoup d'étapes. Il y a un énorme travail que l'Agence nationale de la transfusion effectue. En background, on les voit très peu, mais ils font vraiment un énorme travail pour que les poches qui sont transfusées soient le plus sécurisées possible. Le plus sain, vous voulez dire? Le plus sain et le plus sécurisé. Sécurisé, c'est très important. Il faut que le donneur soit sécurisé, mais il faut que le receveur le soit aussi. Entre les deux, là, il y a toute une chaîne humaine et technologique qui est mise en place pour assurer la sécurité totale de bout en bout. Donc, on fait un don et il y a beaucoup d'examens qui sont faits, parmi lesquels les sérologies virales, que ce soit le VIH ou les hépatites, la syphilis, pour ne citer que quelques-uns. Un taux d'hémoglobine, parce que bon, le donneur estime qu'il est en bonne santé, mais il faut qu'on vérifie. Et qu'on l'atteste. Voilà, d'accord. Et également un groupage sanguin. Donc tout ça vous revient en production pour chacune des poches autour de 50 000 francs, c'est beaucoup. Donc il y a vraiment un coût et qui est totalement gratuit pour le donneur. Donc à chaque fois que vous allez faire votre don, vous avez un examen clinique. Un check-out en quelque sorte. Vous avez accès au médecin ou à un infirmier ou à un personnel de santé qui vous examine, qui s'entretient avec vous. Et après, vous avez des examens qui sont totalement gratuits pour vous. Et donc, vous pouvez, de cette manière-là, en donnant régulièrement, vous assurer que vous avez un état de santé impeccable
gratuitement. D'accord, j'aime bien quand vous revenez à chaque fois sur le mot gratuit. Ce qui étonne plus d'un, c'est de savoir que le donneur, lui, le donne gratuitement. Mais quand on veut le vendre, on le vend à un coût. On ne vend pas les poches de sang. C'est très important de dire ça. On ne vend pas les poches de sang. Les poches ne sont pas vendues, elles sont cédées à un coût forfaitaire. Ça peut paraître être un jeu de mots, mais ça ne l'est pas. D'accord. La poche à elle toute seule, plus toute la tubulure, a un coût. Je vous ai dit, rien que les examens qui sont effectués reviennent à 50 000, entre 50 000 et 2 000. Enfin, vous voyez le gap et il faut forcément que quelqu'un le paye, ce prix. D'accord ? Donc, l'État fait des efforts impressionnants. Il y a beaucoup d'argent, que ce soit l'État ou les partenaires techniques et financiers qui accompagnent l'Agence nationale pour la transfusion sanguine au Bénin. Donc, il y a énormément d'efforts déjà de fait, mais il y a encore une contribution qui, malheureusement, aujourd'hui, est encore demandée à chaque personne qui a besoin de ces poches-là, voilà. Mais il faut savoir que, et moi, c'est ce que je retiens, c'est vraiment ce message d'espoir-là, c'est que chacun des acteurs du secteur travaille, mais de manière très, très, très poussée, à ce que la procédure soit à la fois sûre, on ne veut faire aucun compromis sur la qualité de la prestation, mais également gratuitement. Donc, la gratuité peut l'être pour le donneur, le sera pour le receveur. Non, bien sûr, elle le sera pour le receveur, mais tout ça demande du temps et surtout à un coût qu'il faut que quelqu'un paye et nous travaillons à trouver des solutions dans ce sens-là. D'accord, en attendant qu'on ait peut-être d'autres solutions, d'autres approches, on s'intéresse un peu au profil du donneur de sang. Qui peut être donneur de sang? Je commence par vous. Bien sûr. Merci madame. Tout le monde peut donner de son sang, mais à des conditions données. Vous devez avoir 18 ans et peut-être au moins 50 kilos. D'accord. Une femme qui allait ne donne pas de son sang. Une femme qui est en menstrues ne donne pas de son sang parce que les menstrues aussi constituent une forme de don de sang qui ne dit pas son nom. D'accord. Une femme... Je ne vois pas le lien tout de suite, mais je comprends. Une femme qui est en état de grossesse ne donne pas également de son sang. Alors, tous ceux-là qui sont sous traitement également ne donnent pas de son sang. Alors, une femme qui veut donner son sang doit s'assurer que ses dernières menstrues datent d'il y a de moins 2 semaines. De moins 2 semaines. 2 semaines, oui, avant de pouvoir donner son sang. Nous voulons du sang pour sauver des vies humaines, mais pas pour détruire une vie, pour sauver notre vie. C'est pourquoi nous insistons sur ces conditions. Oui, mais en attendant, c'est vrai qu'on me dit qu'il ne me reste qu'une minute. Dites-nous un peu, pourquoi vous, en tant que médecin, vous pensez que c'est très important pour tout le monde de donner son sang? Alors, je vais prendre une statistique assez simple, c'est que plus de la moitié des dons, des demandes qui sont déjà pas toutes satisfaites, mais plus de la moitié des dons qui sont faits vont aux enfants de moins de 5 ans dans notre pays qui souffrent d'anémie grave. C'est une situation extrêmement préoccupante. Le deuxième lot, ce sont les femmes enceintes du fait des accouchements compliqués, etc. Donc ça vous parle parce que en tant que femme, les enfants, les femmes, c'est vraiment une préoccupation de tous les jours. Oublions les autres pathologies pour l'instant, mais restons concentrés que sur ces deux classes-là. C'est plus de la moitié des dons qui sont faits. Et les enfants, c'est notre bien le plus précieux. Je crois qu'il faut se dévouer en totalité pour les sauver, pour les préserver et pour leur permettre, c'est la relève de demain, pour leur permettre d'être en bonne santé et de pouvoir tenir un état de santé convenable tout le long de leur vie. D'accord. Alors moi, je vais peut-être vous choquer un peu. Je me rends compte que la plupart des donneurs de sang le deviennent après une situation qu'ils ont vécue. Ils se sont peut-être rendus compte à quel point un proche aurait peut-être pu survivre s'il avait eu un don de sang et tout. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être lieu de faire des séances de sensibilisation aux différents patients qui viennent vous visiter au niveau du centre de santé pour leur dire « n'attendons pas d'avoir besoin du sang avant de donner ». Vous touchez un point essentiel et vraiment j'insiste là-dessus, Frem sera d'accord. Il ne faut pas attendre ce moment-là et c'est vraiment le mot qu'on veut passer aujourd'hui, c'est que le don de sang c'est l'affaire de tous, mais vraiment de tous, si vous êtes donneur ou pas. Et j'aimerais vraiment insister sur le ou pas parce que on peut ne pas être donneur, on peut être soi-même malade, on peut être contre-indiqué pour des raisons médicales, etc., ou bien même des raisons religieuses. Il ne faut rien occulter. Si vous n'êtes pas donneur, ça ne vous dispense pas de vous engager. Si chaque personne qui ne peut pas donner parvient à mobiliser 5, 10 personnes, 20 personnes à donner du sang, je crois qu'on n'aura plus de problème de pénurie parce qu'il faut le savoir, il nous manque encore plus de 30 000 poches pour être à flot, pour pouvoir parvenir au seuil de 1% de la population qui est recommandé par l'OMS par rapport aux transfusions sanguines. Alors, si je vous comprends bien, ce n'est pas la peine, comment dirais-je, d'enflammer tout le monde et tout, mais
selon ce que vous nous dites là, on n'a pas assez de poches de sang. Absolument, pour on n'en a pas. On n'en a demande. pas. C'est pas du tout une question d'alarmer ou pas, hein. Moi, j'aime bien les notes positives. Je veux rester sur ça. C'est simplement de savoir que la catastrophe, c'est déjà trop tard. Il faut anticiper, il faut en parler, il faut discuter, il faut prendre ce que sont les appréhensions des gens pour ce qu'elles sont réellement, en discuter et pouvoir lever ces freins-là pour que tout le monde, à la fois ceux qui peuvent donner, qui doivent donner aussi régulièrement que mon cher ami, et les autres qui doivent s'engager quand même pour que le maximum de gens donnent régulièrement, donnent le plus souvent possible. D'accord. Maintenant, Voilà. quelles sont les démarches pour devenir donneur de sang? Non, pour devenir donneur de sang, ce n'est pas compliqué. Vous passez simplement au niveau d'une antenne de l'ANTS, Agence nationale de la transfusion sanguine, c'est un peu partout dans tout le Bénin. Vous rapprochez de l'antenne, vous dites simplement que vous voulez donner de votre sang. Il y a une fiche qu'on va vous remettre que vous avez remplie. Et il y a un médecin qui vous reçoit, qui vous examine d'abord. Ce n'est pas parce que vous venez, vous tendez votre bras en même temps au problème, non. On vous examine d'abord pour voir si vous êtes apte à pouvoir donner de votre sang. Oui, et là, vous passez à l'acte. Et c'est après cela qu'on pourra suivre tout le processus que vous nous avez décrit tout à l'heure, avant qu'on en arrive à une poche de sang. C'est ça. Il y a combien de temps de délai entre le moment où le donneur donne son sang et le moment où la poche est disponible? Non, c'est très variable en fonction de la disponibilité du personnel, en fonction de l'urgence, mais c'est vraiment pas qu'on prélève une personne A pour la remettre tout de suite à une personne B. Il y a beaucoup de travail derrière, comme je disais, c'est très abstrait, c'est vraiment de la gestion de stock. Vous venez, vous faites votre don, ça permet de remettre le stock en place pour pouvoir donner les poches qui étaient déjà disponibles, donc entre la prise de sang et les examens. Il y a quand même un temps physique qui est très important entre les deux. D'accord. Donc le don du sang, tout le monde y est convié. Absolument. On est d'accord, mais parlez-nous un peu. Il paraît qu'il y a des avantages particuliers. Ceux qui ont l'habitude de donner, quand vous avez besoin du sang, il paraît que c'est plus facile. Confirmer ou infirmer? Je confirme, parce que vous donnez du sang, et vous êtes dans le besoin, même s'il y a 15, 20, 100 personnes qui sont là, qui veulent ce sang, on est obligé de vous satisfaire d'abord, parce que c'est vous qui donnez de votre sang. D'accord. On vous satisfait d'abord. Mais avant ça, il faut que vous ayez d'abord la carte de donneur de sang, qui est très importante. Il faut que vous ayez d'abord cette carte sur vous. Et à côté de ça, quand vous êtes malade, le donneur de sang qui est malade, il se fait consulter par le médecin des donneurs. Puisque chaque donneur, les donneurs donc, que nous sommes, nous n'avions pas de département, un médecin spécial qui s'occupe de nos santé, que ce soit le donneur, que ce soit les enfants du donneur. C'est beaucoup d'avantages qu'on ne dit pas toujours, hein, avec les coûts que vous nous prélevez chez le médecin. Si on peut déjà avoir un médecin qui consulte gratuitement. C'est un bon moyen de se faire suivre gratuitement, en effet. Voilà, très intéressant. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ce qu'on retient, c'est qu'il ne faut pas attendre la dernière minute pour donner son sang. Déjà qu'il n'y a pas grande inquiétude. On essaie. Quand on essaie, on peut donner son sang quand on veut, où on veut et dans les normes, évidemment. C'est ça. Merci. Demain, Ah oui, on a oublié. Il y a une journée de don de sang demain. Alors, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des donneurs qui est aujourd'hui, donc demain matin, à la place des Martyrs, venez nombreux, c'est à partir de 9h, venez célébrer les donneurs, venez discuter. Nous ne faisons pas qu'organiser un don de sang demain. Demain, on vous donne la parole pour venir vraiment présenter les choses, discuter, voir avec vous comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Donc, que vous soyez donneur ou pas, de nouveau, rejoignez-nous et soyons nombreux pour célébrer nos amis les donneurs. Voilà, le message est passé. Ce qui est sûr, moi, je serai de la partie pour donner mon sang. Oui, Assum Gaba, ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci, je le ferai. Nous passons à présent à une autre rubrique. Il s'agit d'Horizon Culture. Horizon Culture, ce soir, nous parle du théâtre. Le théâtre, est-ce que vous l'aimez? Bon, il paraît qu'on n'est pas nombreux à aimer le théâtre. L'invité ce soir nous le dira, mais en attendant, on suit cet extrait de Jennifer Satifi. Qui me sort de mon front m'offre toujours du sang, serait le ciel. Dounia, je perds déjà trop de sang dans l'écoulement des jours. Si tu n'en trouves pas d'autres, prends le mien. Le théâtre prend plusieurs formes. Hein? Il est là le plus mouvant possible. Mais de façon classique, on a les tragédies, on a les comédies. La tragédie qui développe les grands sujets relatifs au pouvoir, relatifs aux passions humaines, hein, et les comédies qui développent les sujets légers, satire sociale, satire politique. Bon.
Mais je redis, aujourd'hui, ces frontières sont en train d'être cassées parce qu'on rencontre du drame dans du comique. Hein? On rencontre la tragédie au cœur du comique. On rencontre la comédie au cœur du drame. On peut parler des monodrames, c'est-à-dire des spectacles qui sont joués par une seule personne sur scène. Les monodrames étant différents des one-man shows. Et les one-man shows sont des spectacles d'humour qui ont décliné aujourd'hui vers les stand-up. Je suis debout et je parle. Donc, mais le monodrame est comme une tragédie que joue une seule personne. D'accord, sur scène. Ce n'est pas de l'humour, c'est un drame qui se joue et l'acteur est seul et joue. Maintenant, on vous dira, il y a le théâtre populaire, il y a le théâtre classique, mais tout ça est universel. Hein? On n'a plus à rester figé sur ces données-là. L'essentiel est que le théâtre se fasse avec perfection et des idées de brillance. Chez nous, c'est vrai, il y a beaucoup de spectacles d'humour, parce que tout créateur vit d'un milieu et reflète en partie les grandes tendances de ce milieu. Et donc, il y a des spectacles que nous faisons ici et qui ont beaucoup tendance à faire rire. Le théâtre béninois a ses problèmes et les acteurs de ce théâtre, d'autant que les autorités sont en train, chacun en ce qui le concerne, d'y travailler. Et pour survivre, il faut se mettre aussi à courir. Ça va, maman. Voilà, ce que je retiens, c'est qu'il y a plusieurs genres, mais qu'ici au Bénin, on préfère celui qui est relatif à l'humour. On aime bien tout ce qui est drôle, n'est-ce pas, Jennifer Setchivi? Oui, on aime pour la plupart, mais il y a des personnes bizarres, en griffe, peut-être comme moi, qui aiment quand c'est plutôt drame. Hein. Waouh, d'accord. On nous le dirait, on est un artiste comédien sur ce plateau. Il va peut-être essayer de faire les deux, un peu d'humour et un peu de drame pour satisfaire tout le monde. Il s'y connaît bien d'ailleurs. Alfred Fadonoubo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste comédien. On ne vous présente plus un visage que les téléspectateurs reconnaissent certainement. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec vous, on s'intéresse au théâtre au Bénin, le public qui n'est pas toujours au pas de tous les efforts que vous faites au quotidien. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Merci beaucoup pour l'invitation. Le public qui n'est pas au rendez-vous, c'est vrai, depuis plusieurs années. J'ai envie de dire depuis bientôt 10 ans, qu'on a constaté cette désaffection du public pour les œuvres théâtrales. Et c'est surtout dû au fait que, vous savez, quand moi j'ai commencé au théâtre, il y a, disons, dans les années 90, quand j'ai commencé, l'école à laquelle on était, quand je parle d'école, c'est l'école en griffe, parce que je ne suis pas allé à l'école de façon formelle, on a été formé sur le tas. Mais les formateurs, sinon les devanciers que nous avons eus dans le temps, nous ont formés pour créer pour l'extérieur, créer pour que nos œuvres soient diffusées sur des festivals, sur des événements à l'international, pas vraiment au Bénin. Et ça pose un problème, parce que l'acteur, le créateur, il est fils, fille, il est le produit d'une société. Et il doit d'abord créer pour sa société. Il doit communiquer avec sa société. Cela veut dire qu'il tient compte des thématiques, des sujets qui intéressent, qui interrogent la contemporanéité de la population. Et là, il y a osmose, il y a communication, il y a communion. Notre théâtre, je vais dire notre art de façon générale, souffre de ce problème-là. D'accord. Donc, si on vous comprend bien, Jennifer Setchivi, oui. Je vous laisse. Justement, comme vous le disiez, je pense qu'on allait dans le même sens. C'est parce qu'en fait, le public ne se retrouve pas dans vos œuvres. C'est oui, il y a ça que le public ne se retrouve pas. Mais ce n'est pas que ça. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a un certain type de public qui ont été déçus. Il y en a qui savent ce que c'est que le théâtre, quand c'est bien fait, parce que faire du théâtre, ce n'est pas que venir sur scène, soit de faire rire, ou soit de présenter une situation qui est du drame et tout, mais il y a des normes de pratique de cet art-là. Et quand ces normes-là ne sont pas respectées, le connaisseur qui vient une fois, deux fois et qui se dit, bon, parce que quand il vient, il paye son entrée.
il se dit, bon, ces gens-là, ils se foutent de moi, il ne vient plus. Donc, il y a cet aspect-là aussi qu'il faut prendre en compte. Maintenant, il y a d'autres aspects aussi. Il y a l'évolution de la télévision avec les feuilletons. Il y a plusieurs loisirs, il y a plusieurs... On a eu, je pense que c'est l'occasion de rappeler qu'on a eu quand même des séances de sketch, de théâtre. On a suivi ça sur le petit écran. Et à l'époque, le petit écran a quand même permis aussi à beaucoup d'acteurs de se faire connaître à travers le théâtre. Oui, absolument. Ça, c'est le bonus que la télévision apporte au niveau de la visibilité des acteurs et de leurs produits. Mais il faut dire que le public, il a beaucoup plus de choix aujourd'hui qu'hier. Vous voyez un peu? Donc, voilà, quand moi j'ai commencé le théâtre, il n'y avait pas vraiment les feuilletons. Donc, les gens, ils s'ennuyaient, ils avaient envie de sortir pour aller soit au théâtre ou aller sur d'autres spectacles. Mais aujourd'hui, 24 heures sur 24, il y a les feuilletons qui passent, il y a des programmes, et voilà. Donc, tout à l'heure, vous parliez quand même d'une certaine classe qui s'y intéresse et qui paie jusqu'à qui maîtrise les normes et qui se rend compte quand c'est faussé. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette classe est élitiste? Oui, on peut le dire. On peut le dire parce que c'est des gens qui sont dans l'économie des choses. Ils savent ce que c'est. Vous ne pouvez pas les bluffer. Ceux qui ont fait les Ce n'est pas élitiste du point de vue de l'instruction. Ce n'est pas du point de vue du bagage intellectuel. C'est du point de vue de la connaissance de ce que c'est que le théâtre. Vous savez, il y a une activité hyper importante. Et ça, je le dis depuis plusieurs années aux autorités qui gèrent la culture. Mais malheureusement, ça n'entre pas encore dans leurs oreilles. Vous savez, dans les sociétés qui nous ont devancés, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de Béninois qui ont une culture théâtrale. Mais dans les sociétés qui nous ont précédés, où les gens ont une culture théâtrale, il y a un travail qui est fait. Et ça s'appelle de la médiation culturelle. Donc, il faut d'abord faire ce travail. Il faut faire ce travail. Avant d'attendre que le public suive. Voilà, vous savez, les activités artistiques, c'est des activités qui sont rentables. Elles ne le sont pas. Elles ne le sont pas dans notre pays. Il faut créer les conditions. Mais pour que les conditions soient créées, il y a une activité importante qui est cette médiation, qui consiste à aller vers le public consommateur des produits artistiques. Il faut s'intéresser à ces publics-là. Il faut savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, discuter avec eux, de sorte que les produits artistiques, de façon générale, sinon les produits de théâtre qui sortent, les spectacles et tout, puissent refléter leurs envies, leurs besoins, leurs aspirations. Et là, ça communique. Sinon, ça on a l'impression que c'est un monologue. Voilà. Quand vous parlez peut-être de règles ou de codes, moi, je me demande parce que j'ai vu une vidéo d'un spectacle où des Africains ont repris Roméo et Juliette, mais je me suis rendu compte que c'était des airs. Ils ont appelé ça Mamadou et Bineta. Mais malgré, je me suis dit peut-être qu'ils ont contextualisé pour plus se rapprocher des gens, mais c'était des airs et je dirais que certainement beaucoup n'ont pas compris à travers les danses et tout ça. Donc est-ce que message n'est pas passé. Voilà. Oui, c'était des airs. Je n'ai pas compris la question. Roméo et Juliette, quand on dit il y a Roméo et Juliette au théâtre, vous le savez, il y a de l'engouement parce qu'on connaît l'histoire de Roméo et Juliette. C'est une histoire d'amour. Alors voilà. Donc quand les Africains essaient d'interpréter ça et de le contextualiser en nommant peut-être Mamadou et Bineta, et qu'on a l'impression que dans le public, il n'y a personne pour applaudir ou suivre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui aurait pu être à la cause? Est-ce qu'à un moment donné, les acteurs aussi auraient peut-être pu faire autre chose pour davantage intéresser? Normalement, quand un spectacle est monté, d'abord, il y a un objectif qu'on vise et il y a une cible. Quand la cible est mal choisie, ça peut expliquer le fait que d'abord que personne ne vienne ou que les gens qui sont là ne comprennent rien. Donc, il y a ce travail-là aussi qu'il faut faire. Donc, ça peut être ce qui s'est passé. Ça m'étonnerait que ça soit du fait de l'interprétation
que les gens ne comprennent pas le message. Ça m'étonnerait. Si le public qui était là n'a pas le niveau pour comprendre, souffrez que... Voilà. D'accord, mais est-ce que vous produisez pour des personnes d'un certain niveau? Est-ce qu'il faut être connaisseur de la chose pour pouvoir apprécier le théâtre? Normalement, non. Normalement, non. Une œuvre artistique, quand elle est produite, c'est vrai qu'il y a des cibles. On peut décider de produire pour les scolaires, on peut décider de créer pour tout le monde. C'est comme il y a les films où on dit c'est tout public. Après moins de 12 ans. Mais voilà. Donc, vous choisissez de produire pour un public donné. Vous faites en sorte que le langage, la gestuelle, toute l'orchestration qui se fait autour du spectacle concourt à ce que ce public-là puisse comprendre le message. Vous savez, faire du théâtre, le théâtre ne se fait pas seulement en français, on peut le faire en fond, et dacha, en tout. Et c'est ce que nous disons, nous acteurs aujourd'hui. Nous nous imposons ce défi-là de créer en langue. Oui, il faut que nous créions en langue. Est-ce qu'il y a eu des actions qui ont déjà été menées dans ce sens? Très peu. Pour le moment, on en est encore au balbutiement. À la réflexion. On se dit, parce que vous savez, créer, c'est des moyens. C'est vrai que ce n'est pas tous les spectacles qui demandent des moyens énormes, mais il faut un minimum. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus. Vous savez, on a Jennifer Sachivi, on a Asiom Gaba qui sont très intéressés par tout ce qui est culture. Vous aurez un autre format pour pouvoir parler de tout cela, Jennifer Sachivi. Le temps est passé. Oui, le temps est passé. Donc, merci de nous avoir reçus. Merci à notre invité. Voilà, ce soir, Horizon Culture s'achève ainsi en cédant place à Beauté au pluriel. Voilà, avant de recevoir Sarah Kodjo et Fulgencia Routondier, nous allons d'abord suivre ce reportage sur une voix de Cécile Roudet. La robe de mariée est l'objet de tous les regards et le sujet de tous les débats le jour du mariage. Elle fait fantasmer presque toutes les femmes. Certaines rêvent de cette tenue depuis leur tendre enfance, d'autres par contre n'en parlent qu'au moment opportun. Ouais, mon mari est musulman. Donc on a fait le mariage traditionnel. Si je dois me marier aujourd'hui là, j'aimerais une robe de mariée avec des voiles et des filles d'honneur. Je la préférais plus un peu sexy. Bon, pas aussi comme pour les Européens, un truc à l'africaine, mais à la mode, à la taille. Moi, je préfère la couleur blanche. La mariée présente le modèle, mais franchement, quand tu la regardes et que tu regardes ce qu'elle doit se mettre, par exemple, ça ne la mettra pas du tout en valeur. Donc, tu es obligé de trouver les mots pour quand même dire non madame, vous savez, elle est très belle, ce que vous aimez, mais celle-ci vous irait mieux. Dénicher la perle rare et mettre en valeur sa silhouette n'est souvent pas chose aisée. Simple, élégante et sophistiquée, il existe des robes de mariée sous toutes les formes. En fonction des goûts et aspirations, les femmes ont une vaste possibilité de trouver la robe idéale. Sur une échelle de 10 femmes, je dirais peut-être 4 femmes veulent des robes à louer. La robe, ça a quand même une histoire, il y a beaucoup de paramètres qui rendent en compte. Donc je conseille toujours, moi, d'acheter la robe. Au-delà de ça, beaucoup optent pour la couture. Pour que ce jour reste gravé à tout jamais dans les mémoires, certaines femmes n'hésitent pas à débourser une fortune pour se faire plaisir. Si je veux prendre ma robe aujourd'hui, minimum, je peux dépenser 250. Comme on dit, la qualité, c'est un coût. Donc vous avez des robes jusqu'à 3 millions. Si on doit tenir compte d'une fourchette qu'on prend 10 femmes béninoises, ça tourne autour de entre 300 et 500 000. Elles arrivent quand même à mettre ça pour leur robe. Toutes les femmes aimeraient avoir une robe de mariée à couper le souffle.
Les accessoires de mode sont également d'une importance capitale dans la réussite de la tenue, puisque toutes les attentions sont dirigées vers la mariée pour évaluer ses goûts et les tendances. Voilà, les cloches sonnent donc pour toutes les amoureuses du mariage. Si vous espérez que le mariage viendra cette année, j'espère pour vous que ce sera le bon. Figesia Otondi, vous nous avez emmenés dans un monde de strass et de paillettes à travers la robe de mariée. Merci pour le choix du sujet. Bonsoir. Bonsoir Agnat, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. On reçoit Sarah Kodjo, elle est styliste. Elle porte plusieurs casquettes, mais sur ce plateau, elle est styliste. Elle est styliste. D'accord, merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. Eh bien, ce soir, nous allons parler de robe de mariée. Oui. Et vous convenez avec moi, madame, que le choix de la robe de mariée doit se faire avec beaucoup de soins. Absolument, c'est très important. C'est la robe de toute une vie. C'est toute une histoire qui va se bâtir autour. Donc, il faut vraiment la choisir avec soin. Il faut la choisir avec calme et surtout, il faut la choisir selon ses goûts. Parce que c'est compliqué parfois quand tout l'entourage doit donner son avis sur le choix final. Voilà un peu. Eh bien, le constat est là. On a constaté que les dames, elles osent de plus en plus. Elles sortent du classique pour s'affirmer personnellement. Oui. Alors, c'est pour ça elles optent de plus en plus pour la couture, donc pour des créations sur mesure. Et en général, elles ont vu une ou deux robes qui leur ont plu sur les réseaux sociaux. Particulièrement Instagram est vraiment leur source d'inspiration. Et donc, elles viennent, elles nous montrent est-ce que ça m'ira, est-ce que vous pensez que ce genre de coupe me mettra en valeur. Et à partir de ce moment-là, on va discuter. Mais vraiment de plus en plus, elles laissent les boutiques de prêt-à-porter classiques pour aller vers la couture, pour avoir vraiment leur robe personnalisée, la robe qu'elles sont sûres de ne pas voir sur d'autres mariés dans le même environnement, quoi. Eh bien, on dit souvent que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Absolument. Alors, quelles doivent être les caractéristiques d'une robe de mariée? Alors, première caractéristique d'une robe de mariée, elle doit vous aller, la coupe doit vous mettre en valeur. Deuxième caractéristique qui est très importante, du moins j'en parle toujours à mes clientes, c'est la mobilité. Ça ne sert à rien d'avoir une robe magnifique et que vous ne puissiez pas vous déplacer facilement dedans. Après tout, un mariage, c'est le moment où on est heureuse, on est pleine de joie. Voilà, on doit s'éclater. On ne doit pas rester immobile comme un mannequin en vitrine. Donc, c'est très important, la facilité de mobilité dans cette robe. Et troisième élément, c'est vraiment votre choix. C'est votre choix. C'est chaque fille, chaque petite fille qui naît, qui grandit, à rêver de sa robe. Ça, c'est clair. Ça doit être Agnat, votre choix. Vous avez rêvé de ça déjà une fois? Les rêves, vous savez ce que c'est. Parfois, on a peur qu'ils ne se réalisent pas, mais ce qui est sûr... Mais vous l'avez réalisé déjà? Oui. Oui. Ah ouais? Oui. Donc vous en savez quelque chose, hein? C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, mais par contre, je rejoins Assion sur un point. La plupart du temps, après le mariage, la robe de mariée, bien, elle retourne au placard. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec cette tradition qui va avec, et parfois dans d'autres cultures, on a la grand-mère qui lègue sa robe à sa fille et sa fille qui le fait aussi à sa petite fille? Alors, ce que nous proposons, c'est une option qui est un peu hybride, dans le sens où nous recevons des mariés qui nous emmènent des robes de leur mère, de leur grand-mère, de leurs arrière-grand-mère. Et on va utiliser en fait des éléments de ces robes-là pour fabriquer la robe du jour J. Mais il y a aussi la possibilité de transformer la robe de mariée. Et c'est un service annexe que nous proposons à notre niveau. Nous vous faisons la robe de mariée et à la fin du mariage, vous nous la ramenez et nous vous la transformons en robe de soirée que vous aurez l'occasion de porter avec différentes opportunités que vous aurez. Donc, c'est vraiment les deux options que nous proposons. Vous avez une robe dont vous avez hérité, on va s'en servir comme base. Et vous ne voulez pas garder votre robe, on vous la transforme après. C'est justement la crainte de certaines dames qui préfèrent louer les robes de mariée. Oui, c'est aussi une option, mais moi je suis personnellement, mais c'est vraiment mon avis personnel, contre la location pour la simple raison que 10-15 personnes ont porté la même robe avant toi. Ce n'est plus personnel, ce n'est plus unique à ce jour-là. C'est pas ta robe, c'est ça. C'est justement pour ça que nous proposons en fait que la mariée qui vient vers nous, qui commande une robe, sache que c'est un investissement sur le long terme. Sa robe, on va la lui transformer
après le mariage. En robe de soirée, il y a des robes, on a eu à confectionner des robes qu'on a transformées en 2 robes différentes. En raison de la quantité de tissu qu'on avait utilisé sur la robe de base, on a pu obtenir 2 robes de soirée différentes que la mariée a eu l'occasion de porter plusieurs fois. Donc c'est un investissement sur le long terme. Ce n'est pas un investissement juste pour ce jour-là. J'aime bien le mot investissement parce que là, j'ai entendu des coûts faramineux, 3 millions pour une robe. Oui, ça peut monter beaucoup plus. À ce prix, vous avez déjà une plus. Oui, tout dépend en fait du tissu. Vous avez des tissus de robe de mariée où le yard est à 55 000, à 100 000. Mais comme je dis toujours, c'est un investissement. Une mariée qui fait ça, soit elle a énormément de moyens et elle veut garder cette robe à vie et offrir à sa fille ou à sa petite fille, soit on la transforme en différents types de robes après. Donc c'est vraiment, à mes yeux, un investissement qu'il faut rentabiliser. Ça explique le coût, c'est ça? Oui, en fait, c'est ce que moi je propose quand c'est des robes. Quand ce sont des robes de ce coup-là, je propose la transformation parce que je me dis mieux vaut pouvoir porter ça en différentes façons possibles, en fait. Que de laisser ça dans le placard. Oui, exactement. D'accord. Mais moi, j'ai bien envie de vous demander, vous, la vôtre, vous l'avez laissée où? Elle n'est pas dans le placard. Elle n'est pas dans le placard. Je peux vous l'assurer. Le matin, parfois, je regarde, je dis, ah, tu es toujours là? D'accord, reste là, je viens. Et là, vous vous rappelez de tout ce qui s'est passé le jour-là. Oui, c'est clair. Et on n'a pas envie de perdre cette robe, c'est sûr. Mais déjà, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que souvent, comme vous l'avez dit, le choix de la robe, ça devrait être la mariée, mais parfois, ce n'est pas qu'elle. Il y a ce que les autres conçoivent de ce que telle morphologie doit porter ou pas. À quel moment, vous, en tant que styliste, vous arrivez à faire le juste milieu pour que la cliente soit satisfaite? Déjà, à mon niveau, j'exige que la cliente ne vienne pas avec 10-15 personnes. C'est très difficile à gérer, déjà en termes d'espace, mais c'est difficile à gérer mentalement, que ce soit pour moi qui vais créer, que ce soit pour la mariée qui va se retrouver tiraillée entre les avis de différentes personnes. Je conseille souvent aux mariés de venir avec la personne de confiance. Ça peut être la maman, ça peut être la sœur. Et dans le cas dernièrement, on a vu, c'est la demoiselle d'honneur principale. Donc, si vous n'êtes pas sûr de votre choix, ne vous adressez pas à toute une population parce que chacun va donner son avis, mais qui est personnel. Chacun va projeter, les autres femmes vont projeter sur vous leurs envies en réalité. Ce n'est plus votre mariage, vous allez porter la robe de tout le monde. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ce que je conseille aux mariés, on a toute une idée. Nous sommes des femmes, nous nous connaissons. Nous avons toutes rêvé d'une robe particulière. Prendre le conseil, c'est important, mais il ne faut pas disperser la prise de conseil. Il faudrait lui poser une colle quand même, hein, puisqu'elle a dit qu'on a toutes rêvé de ça. Elle, en tant que styliste, on va lui demander à la fin sa robe de mariée. Ah là là. Elle aimerait que ce soit Ouh là là. Non, ça va être 20 mètres de traîne minimum. Ah ouais. Que faites-vous de la mobilité? Ah si, je saurais comment me déplacer avec. Alors, pour les essayages, il faut aller déjà combien de fois déjà chez la créatrice de mode? Ok, alors en général, chez nous, il y a 2 essayages. Le premier permet d'ajuster totalement la robe sur la future mariée et d'avoir ces dernières recommandations, donc au cas où il y a des modifications. Et le deuxième essayage, en fait, je le conseille à 2 semaines du mariage. Pour quelle raison? Le stress a un effet sur nos corps qui est variable. Certaines mariées maigrissent énormément, d'autres prennent du poids. Donc, je conseille toujours à 2 semaines du mariage qu'elles reviennent vers nous, qu'on fasse un dernier essayage pour des ajustements. La robe est déjà parfaitement prête, mais en raison des changements de morphologie dus au stress, je conseille toujours ce dernier essayage qui permet vraiment des ajustements très légers. Et elle part avec sa robe à ce moment-là. Alors, avant de clôturer le plateau, je voudrais quand même qu'on parle des accessoires qui doivent accompagner la robe de mariée. Oui, absolument. Les accessoires sont très importants. Oui, couronne, voile, gants, bouquet, pochette. C'est vraiment important. Et en fonction de la robe, on va conseiller soit une couronne, soit un voile. Si vous avez une robe qui fait 20 mètres, on ne va pas vous conseiller un voile. Ce sera terrible pour la mobilité. On va vous conseiller une couronne ou, si vous insistez pour le voile, ce sera un voile très court qui n'ira pas jusqu'au sol.
col, par exemple. Donc, c'est vraiment important parce que ça rehausse la robe qui est la création principale. D'accord. Et là, parfois, on voit les serpillettes là. Comme oui, les diadèmes, oui, Ah c'est aussi une option. Franchement, il y a absolument de tout. Il y a a même des bijoux, oui. C'est ça notre rôle de créatrice de mode à l'essayage, de dire, voilà, on habille totalement la mariée, on lui dit, ça par exemple, ça fait too much, ça ne met pas en valeur. Ça, par exemple, il y a des accessoires qui couvrent la beauté de la robe. D'accord, on a compris, Merci c'est terminé. Le réalisateur du jour, Janvier Tonon, nous fait de grands signes. On a compris. L'heure du journal est sacrée, on rejoint Nadège Sani pour le 1945. Bienvenue dans le 1945. Bonsoir à tous. C'est une maladie qui se transmet par les piqûres de moustiques et affiche presque les symptômes d'un paludisme avant l'arrivée de saignements souvent mortels. La dengue est une maladie virale qui sévit au Bénin. La transfusion sanguine, un geste qui sauve des milliers de vies, mais un nombre de patients dont le besoin n'y ont pas accès en temps voulu. Une mauvaise gestion des produits sanguins en serait la cause. Les bas-fonds, considérés comme des exutoires naturels de l'eau, sont pris d'assaut par les populations. Le phénomène s'observe surtout à Cotonou, malgré l'existence d'une réglementation. La dengue ou grippe tropicale, une maladie infectieuse virale, en particulier dans sa forme hémorragique. Elle est observée principalement chez les enfants et fait partie des maladies transmises à l'homme par les moustiques. Comment se manifeste-t-elle et que faire pour prévenir le mal? Le docteur Gilles Padonou nous en parle. Il est au micro de Judith Tossa et César Achadé. La dengue, c'est une maladie, une fièvre hémorragique, c'est une arbovirose, c'est-à-dire une maladie transmise par un arthropode. C'est un virus qui est le responsable de la maladie. Et le moustique qui transmet le virus à l'homme, c'est Aedes aegypti. Et cette maladie se manifeste surtout par une très forte fièvre, 40 degrés de température, un saignement et de fortes douleurs au niveau des articulations. Si on ne traite pas, ça peut se compliquer et conduire à la mort. Pour éviter la maladie, il faudrait non seulement rendre propre notre milieu, mais il faut faire attention à l'eau que nous utilisons. C'est un moustique hématophage, donc il a besoin du sang. Quand il pique, il va pondre maintenant dans l'eau. Quand il pond ses œufs dans l'eau, les œufs vont se développer et donner d'autres moustiques qui viendront encore rechercher le sang. Et c'est souvent le sang humain. Donc il faudrait éviter de garder à la maison tout ce qui peut contenir de l'eau et abandonner les petits récipients, les boîtes de conserve. On doit éviter de les conserver, de les garder à la maison. On conseille les populations de ne pas garder auprès d'elles les pneus usagés dans les domiciles. Tout ce qui peut contenir de l'eau autour de nous, essayons de nous en débarrasser. Dans la journée, lorsque nous sommes dans nos services, protégeons-nous aussi avec des pommades. On les appelle les pommades des répulsifs. C'est des pommades qui contiennent des substances, des produits qui chassent les moustiques et nous serons donc protégés, nous serons à l'abri des piqûres. On peut aussi porter des chemises manches longues et on se protège le corps, on est un peu à l'abri des piqûres de moustiques. Parce que Aedes aegypti pique essentiellement dans la journée. Ce 14 juin est dédié aux donneurs de sang. La Journée mondiale des donneurs de sang a pour objectif de sensibiliser les populations aux enjeux des dons de sang dans le monde. 8 personnes sur 10 n'ont pas accès à la sécurité transfusionnelle. La Journée mondiale du don de sang est à la fois une journée de réflexion et l'occasion de remercier tous les donneurs de sang volontaires et réguliers dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé et d'autres organisations ont préconisé des stratégies claires pour développer l'accès universel à la sécurité transfusionnelle.
Nous sommes en pleine période de pluie, moment de forte demande du liquide précieux, surtout chez les enfants et les femmes enceintes. Justement, des stratégies de prévention de l'anémie chez la femme enceinte préoccupent de plus en plus les agents de la santé, en l'occurrence l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Des mesures sont prises, mais elles ne peut pas être le dernier recours selon les spécialistes de la santé. Plus de précisions dans ce reportage de Brice Chibozo, Rebecca Adjinako, Ulvaïs Balopo. C'est une opération médicale qui consiste à injecter par perfusion intraveineuse du sang ou des dérivés sanguins. La transfusion sanguine intervient très souvent dans les cas d'anémie ou d'hémorragie. En Afrique, les anémies constituent la deuxième cause d'hospitalisation après le paludisme. Au Bénin, environ 60% des femmes enceintes et 50% des enfants de moins de 4 ans constituent des cibles vulnérables. En Afrique, dans la sous-région, la première cause de transfusion, ce n'est pas seulement l'anémie, mais c'est surtout les pathologies liées à la grossesse chez la femme enceinte, au cours de la grossesse ou dans le postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement, mais c'est également les pathologies chez les enfants, les nouveau-nés et les nourrissons. Un constat qui nécessite une formation des agents de santé en gynécologie et en pédiatrie sur le traitement de l'anémie de la mère à l'enfant. Nous avons constaté depuis plus de 5 ans aujourd'hui que c'est le couple mère-enfant qui prend plus de 70% des produits que nous cédons aux malades. Aujourd'hui, accentuer la formation en prenant en compte de façon spécifique, en ciblant le couple mère-enfant. Lorsqu'on peut améliorer cela, lorsqu'on peut maîtriser ce couple, vous comprenez avec moi que nous allons faire un grand bond en matière d'utilisation du sang, en matière de prescription rationnelle du sang. Il s'agit donc, en formant ces agents de santé, d'améliorer la demande en poche de sang à travers une gestion rationnelle des produits sanguins. De temps en temps, vous entendez dire qu'il n'y a plus de sang à la banque de sang, il n'y a plus de sang, mais est-ce qu'on gère bien? Est-ce qu'on ne transfuse pas en excès? Donc il faut vraiment poser le diagnostic, l'indication de la transfusion avant de transfuser. Toutes les anémies n'ont pas besoin d'être transfusées. Donc nous voulons que le corps médical comprenne quand transfuser réellement pour que cela soit efficace. Donc nous sommes dit qu'en améliorant la capacité de ces différents acteurs, nous allons améliorer la demande. Et lorsque nous allons améliorer la demande, nous allons améliorer également la couverture. Parce que lorsqu'il y a moins de demandes, vous comprenez avec moi qu'on va améliorer la disponibilité et de cela améliorer le taux de satisfaction en disponibilité des produits sanguins de la population. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'accès au sang et aux produits sanguins impose un changement de paradigme en ces périodes d'irrégularité climatique. L'organisation recommande l'amélioration de la sécurité transfusionnelle et la mise en œuvre de stratégies intégrées pour mieux prévenir, diagnostiquer et traiter l'anémie chez la femme enceinte. Pour être à l'abri de certaines maladies qui nécessitent la transfusion sanguine, il faut assainir son cadre de vie. Malheureusement, la pression démographique a entraîné un besoin accru en logement. Les populations n'hésitent pas à prendre d'assaut les zones inondables comme les bas-fonds. Le phénomène est récurrent dans la ville de Cotonou. Pourtant, le nouveau code foncier prévoit des sanctions. Amandine Aniamboussou. Voilà le visage que présentent certains quartiers de la ville de Cotonou. Un tour à Kokbato, Filleyon, Vossa et Agla. Le spectacle est désolant. Les populations ont pris d'assaut les bas-fonds considérés comme des exutoires naturels de l'eau. On vit ici parce que c'est ici que les parents ont acheté. On ne peut rien faire, il n'y a pas les moyens pour vivre en ville. Louer en ville maintenant, il y a les problèmes de salaire. Si tu n'as pas, il y a aussi le chômage qui fait que les gens vivent ici. Ouais. Quand il pleut, l'eau inonde tout le quartier. Tout ça fait partie de la pollution. Les installations anarchiques, ça a pris d'abord du cran parce que d'abord il y a eu cet afflux des gens vers un développement qui n'est pas très équilibré. Tout le monde vient vivre, on n'a pas prévu là où les gens vont vivre. On a laissé les environnements les plus sensibles être occupés par les hommes. Ces installations anarchiques dans les bas-fonds
constitue la première source d'inondation dans la capitale économique du Bénin. Mais les responsabilités sont partagées. On n'est pas à accuser seulement la population. Parce qu'il y a des endroits marécageux recasés. Recasés, vous savez, l'administration qui est chargée du recasement, la municipalité. Si c'est recasé par exemple par la municipalité, c'est officialisé. Tu es reconnu officiellement habitant ou propriétaire de tel lieu. Dans le nouveau code foncier, des dispositions sont prévues pour réglementer un tant soit peu l'envahissement de ces zones humides. Depuis que le nouveau code foncier a été promulgué, il a défini les milieux, le bas-fond, comme étant le domaine public naturel. La mairie devrait pouvoir leur opposer le fait qu'ils n'avaient pas droit de s'installer là. Et ce que la mairie peut leur opposer, c'est les textes de loi. Au-delà des textes de loi, tout autre document graphique qui peut leur permettre de lui démontrer, à celui qui s'est installé qu'il n'avait pas le droit de s'installer là. Les lotissements avaient eu lieu, pour la plupart avant l'avènement de la mairie. Aujourd'hui, avec le nouveau code foncier, nous essayons de façon arbitraire, et je dis bien arbitraire, parce que nous refusons à certains présumés de délivrer la délivrance de certains actes sur le parcelle, parce qu'on estime que le milieu est humide. La protection des bas-fonds passe par leur aménagement et leur valorisation. Il n'est pas du tout normal de s'installer dans les bas-fonds, mais à partir du moment où le fait est là, et qu'on a encore des bas-fonds qui font preuve d'originalité, il ne faudrait pas attendre que les gens s'installent. Et nous avons compris dès le début que les marécages sont comme un mauvais dispositif dans le paysage pour les humains. Parce qu'on n'arrive pas, c'est difficile de s'installer, pendant la période de crue, ça inonde. Donc nous, on est en train d'utiliser une technique simple, c'est-à-dire on a commencé un petit aménagement au cœur de l'eau pour montrer aux hommes qu'en réalité, le système de bas-fond qui est là, il ne faut pas l'étouffer pour pouvoir s'installer. Il faut plutôt l'aménager et le maintenir comme étant une ressource naturelle que la nature a mis en place pour régler un certain nombre de problèmes. L'installation dans les domaines naturels est une infraction et un véritable problème pour l'environnement. Chacun doit jouer sa partition pour une prise de conscience des populations. Hors du Bénin, la Banque africaine de développement vient d'allouer à la Côte d'Ivoire de près d'une valeur de 150 millions d'euros et estimée à plus de 98 milliards de francs CFA pour le renforcement de son réseau électrique. Le premier prêt est destiné à la construction de la centrale thermique d'Atikou d'une capacité de 390 MW. La centrale fonctionnera au gaz. Le second prêt ira au profit du projet d'extension de 253 MW de la centrale thermique d'Azito. Ces deux projets visent à améliorer la production, le commerce et le transport d'énergie dans la sous-région à travers le projet d'interconnexion électrique Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée. Le Kenya, l'Ouganda et le Zimbabwe sont les champions africains du mobile banking. C'est le résultat d'une étude rendue publique début juin par la banque d'investissement égyptienne. L'enquête révèle que 72% des clients des banques kenyanes utilisent leur téléphone mobile pour bénéficier de services bancaires. Ce taux représente près de 3 fois la moyenne mondiale qui est de 25%. L'Ouganda arrive en deuxième position à l'échelle continentale devant le Zimbabwe. La moyenne de l'utilisation du mobile banking par la population bancarisée en Afrique subsaharienne est de 21%. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Voilà, c'était un plaisir d'être avec vous sur ce journal. Nadia Sani, merci et bon week-end par anticipation. Mesdames et messieurs, le grand rendez-vous n'est pas encore terminé. Et oui, on revoit les prévisions météorologiques, surtout pour vous qui venez de nous prendre au vol.
Voilà, ce sera tout pour le grand rendez-vous de ce soir. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation du grand rendez-vous de ce soir. Mesdames et messieurs, prenez toujours du plaisir à suivre les programmes de BB24.